c'est de coutume dans ces congrès d'aller à la rencontre des territoires qui nous accueillent. On vient de le faire avec Jean-Pierre Durgueil, mais aussi avec les représentants des collectivités territoriales qui portent les politiques publiques autour du handicap aux différents échelons du territoire. On va prendre un temps avec eux, avec 3 représentants de ces collectivités qui vont me rejoindre sur scène. Merci d'accueillir très chaleureusement Christophe Adam, Jean-Luc Glaise et Catherine Bernardo. Sous vos applaudissements. Alors, vous présentez rapidement. Christophe Adam, vous êtes en charge des questions de handicap au sein de la ville de Bordeaux, une délégation qui intègre les aidants, d'ailleurs, les seniors et les solidarités, et c'est un mot important, on en reparlera. Jean Glaise, président du conseil départemental de Gironde, qui est en action depuis longtemps et de manière assez pionnière, on le verra sur ces sujets. Et Catherine Bernardo, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge du handicap, de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, et vous nous direz comment la région aussi fait son chemin sur ces questions-là. Je voudrais commencer avec vous, Christophe Adam. C'est important parce que, je dis, vous avez ce périmètre assez large. Vous venez d'arriver sur une nouvelle mandature un petit peu dans une ville qui a une expérience, un labour, si je puis dire, un peu sur ces questions, notamment de handicap et autour de l'accessibilité. Je crois que le slogan, c'était « Terre de solidarité » de la précédente mandature. On ne va pas forcément revenir sur tout ce qui a été fait, d'autant que vous arrivez avec des convictions fortes, des convictions puissantes qui sont liées aussi à votre parcours de médecin. Vous avez été longtemps un médecin du monde, vous avez été au contact de vulnérabilité en France, aussi à l'étranger, et puis travaille dans des maisons dans des centres de santé, travaille dans un SAMSA aussi, donc vous êtes au cœur de ces sujets-là, avec une conviction forte sur cette notion de vulnérabilité. Pour vous, l'action, elle doit se construire autour de cette vulnérabilité pour faciliter l'accessibilité, mais aussi lutter contre l'exclusion, car on est tous personnes vulnérables aujourd'hui à l'heure des transitions. En quoi est-ce que cette question de vulnérabilité, elle va porter un peu vos actions et comment elle peut se mettre en action concrètement à l'échelle d'un territoire comme le vôtre? Alors, je ne pense pas qu'on devient soignant ou engagé dans le monde associatif de manière neutre. Il y a une part de son intimité, il y a une part de quelque chose qui est très personnel, même dans l'engagement politique. Donc, si je me retrouve dans cette position-là, c'est au nom d'un certain nombre de convictions que j'ai et qui ont été renforcées aussi dans mes rencontres et avec les patients, avec les gens que j'ai accompagnés. Donc, il y a quelque chose de très fort et je pense que je veux le souligner ici. Il n'y a pas d'engagement sans conviction. Et aussi, les convictions, elles ont besoin d'être portées. Elles ont aussi besoin d'être portées par d'autres, par les citoyens, par les associations porteuses, par vous, pour qu'elles aient une certaine forme. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le projet qu'on a porté avec Thomas Cazenave, il y avait cette notion forte que la solidarité, c'est pas un artifice. C'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet important qu'il faut incarner réellement autour de cette notion que la vulnérabilité est quelque chose d'universel. On l'est tous, potentiellement. Donc, comment la force publique participe à prendre en compte cette notion et l'intègre dans ses choix et ses décisions. Avec un autre mot important pour vous, vous l'avez dit un peu, c'est celui de la coalition. C'est-à-dire, c'est d'agir, de ne pas tout faire pour tout le monde, mais d'agir avec les autres, d'agir aussi en soutien avec les autres. Ça va être aussi un moteur fort de votre action, de venir en appui et de ne pas être le faiseur de tout aussi, j'imagine. Alors, vous disiez que j'ai eu un parcours à MDM France sur les missions France. On avait un terme, c'était la coalition des causes communes. Il n'y a pas de projet qu'on puisse porter seul. Et un autre terme aussi que j'aime beaucoup, c'est le terme de renforcement des capacités. Donc, je pense que l'action publique, elle est là avant tout pour donner des lignes, mais pour renforcer ceux qui agissent au quotidien, et particulièrement, et vous le savez bien, dans le champ du handicap et des vulnérabilités, ceux qui sont les travailleurs du quotidien, les auxiliaires de vie, ceux qui travaillent dans les établissements, et bien sûr les aidants familiaux, les bénévoles. Un mot sur une action un peu plus
précise un peu et qui est en lien vraiment avec notre thématique du jour autour de la famille, puisqu'il y a aujourd'hui déjà à la mairie de Bordeaux un comptoir des aidants qui existe avec une équipe pluridisciplinaire qui est là pour informer, aussi pour accompagner sur place ou au domicile. Vous allez maintenir, vous allez renforcer ce dispositif important. En quoi est-ce quelles sont les missions de ce comptoir des aidants et en quoi pour vous c'est un dispositif qui est d'une certaine manière assez emblématique de ce que vous pouvez porter? C'est l'ancienne mandature qui avait mis ça en place, et c'est une très belle idée de mettre au sein de la cité municipale, au rez-de-chaussée, dans ce lieu où on accueille à la fois des domiciliations, l'ensemble des problématiques, un comptoir des aidants à destination des seniors et des personnes souffrant de handicap, porteuses de handicap. Je crois que l'idée, il va falloir la généraliser. On est aidant dans l'ensemble des mairies de quartier. Vous savez tous aussi la complexité d'ouvrir d'un certain nombre de dossiers, MDPH, la complexité de la procédure administrative, donc tout ce qui va permettre de faciliter l'accessibilité aux droits. Il va falloir en fait développer, passer du comptoir à une culture d'aidance, un peu généralisée sur l'ensemble des dispositifs de la mairie. Bon, ça va être notre projet sur 6 ans et on est 3 élus là aujourd'hui, notre député et la conseillère municipale déléguée au handicap, Aziza Goury. Donc je pense qu'on portera ça avec force et énergie. Oui, c'est une vraie belle initiative, ce qui porte vraiment à la fois de l'information, de l'orientation, puis aussi de l'action. Il y a des entretiens familiaux, il peut y avoir des activités aussi de divertissement dans les familles avec des personnels de service civique. Donc c'est vraiment une belle initiative de belle ampleur et amplitude. Je voudrais prolonger en passant du côté du département de la Gironde avec vous, Jean-Luc Glaise. Département important, département attractif, c'est plus de 20 000 personnes par an qui viennent. Donc, tous les départements ne peuvent pas en dire autant. Et puis c'est un département qui a une action assez pionnière sur ces questions de handicap. C'est un territoire de DITEP, vraiment pionnier en la matière. C'est aussi un territoire où vous continuez à vouloir innover avec Gironde Autonomie, qui est une sorte de préfiguration sur des guichets intégrés des fameux services publics départementaux de l'autonomie qui apparaissent, on va dire. Mais quand on se trouve comme vous, chef de file avec ces ambitions-là, à l'heure d'une transition inclusive où il va falloir aller sur de nouveaux types d'accompagnement, etc., à budget réduit, sinon restreint, comment est-ce que vous regardez et comment vous faites face à cette équation qui paraît un peu compliquée de maintenir cette ambition avec des moyens qui ne vont pas aller croissant? Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame le Ministre et Monsieur le Président Gâteau. Merci de cette invitation aujourd'hui. Je pense important d'abord de rappeler que nous sommes à quelques jours de la conférence nationale du handicap qui va être quand même assez décisionnaire pour qu'on puisse avancer sur le sujet de la transformation de l'offre. Et donc au regard notamment de 2 grandes lois dont nous avons reparlé assez récemment, celle de 1975, celle de 2005, et en lien précisément avec la thématique qui est portée aujourd'hui, et notamment celle de la famille comme acteur majeur de l'accompagnement qui illustre notamment la question de l'aidance qui vient d'être évoquée par notre collègue de Bordeaux. Donc il y a beaucoup de travail pour aboutir à une société réellement inclusive et qui soit accessible à tout le monde. Ici, nous avons une démarche qui s'appelle Gironde Inclusive, qui a la particularité, elle avait été reconnue par la ministre Sophie Cluzel à l'époque, d'être issue de la parole de 200 personnes en situation de handicap. En gros, le principe « rien pour nous sans nous » avait été appliqué dans cette démarche-là, et ce sont ces 200 personnes en situation de handicap qui nous ont écrit ce qu'elles attendaient d'une Gironde inclusive, sachant que les élus comme nos services ne sont pas des sachants et qu'elles sont les mieux placées pour pouvoir en parler. L'idée, c'est aussi, dans cette approche-là, de considérer que allocations et prestations, qui sont des mesures de compensation qui peuvent être apportées, ne peuvent pas répondre à la plénitude d'un parcours de vie. Et que le vrai sujet, c'est justement comment faire en sorte que cette plénitude-là puisse permettre d'exercer sa pleine citoyenneté lorsqu'on est en situation de handicap. C'est donc vraiment tout un écosystème, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, le social, la santé, le directeur général d'ARS est présent, le droit commun, et évidemment tout le milieu familial et tout le milieu des proches qui est absolument essentiel et qui peuvent créer les conditions d'une vie ordinaire. On parle beaucoup de virage, moi je préfère le terme transformation, et je pense qu'il est important parce que l'innovation peut en faire partie.
Et quand nous avons ouvert, nous, avant même que la loi n'y oblige, la PCH à d'autres typologies de handicap, c'était une manière effectivement de démontrer qu'au-delà des dispositifs eux-mêmes, il y a une souplesse dans l'application qui permet d'ouvrir le champ. J'étais hier avec l'association Trisomie 21 et qui a mis en place des actions d'accompagnement à la vie quotidienne qui sont très larges et très ouvertes. Et je trouve que dans ce type d'approche-là, il y a des possibilités d'action, sans forcément avoir toujours des moyens supplémentaires, mais en tout cas en mobilisant ce que j'appellerais la communauté d'action. Justement, cette notion de communauté d'action, elle est centrale, elle est au cœur, vous le dites, agir à plusieurs, agir en nombre, agir de manière innovante. Et vous portez ça vraiment avec cette notion de communauté d'action, pour laquelle d'ailleurs vous êtes assez fortement inspiré d'autres pays, alors à la fois nos cousins éloignés québécois, puis nos voisins proches, mais très inspirants du Pays basque espagnol. En quoi ces deux exemples ont été inspirants pour vous dans vos politiques publiques, et qu'est-ce que cette idée de communauté d'action permet d'activer justement ? Le Québec est assez intéressant, mais culturellement très préparé déjà depuis longtemps à ce type d'ouverture et d'action. En fait, il considère que d'abord la responsabilité d'accompagnement des personnes en situation de handicap tient à la fois aux institutions, bien sûr aux associations, ce qu'ils appellent là-bas les organismes intermédiaires, et aussi à toutes et tous, les citoyennes et citoyens. Donc évidemment la famille, les proches, mais nous sommes toutes et tous acteurs normalement de la possibilité d'inclusivité des personnes en situation de handicap. Et donc ils ont pleinement intégré cette idée-là, à la fois avec du repérage dans les premiers mois de la vie d'un enfant pour essayer d'anticiper éventuellement des situations de handicap à venir, et ensuite en mobilisant l'ensemble de cette communauté. Et je trouve qu'aujourd'hui, un des sujets fondamentaux, et j'étais aux États généraux de la Mutualité française là, il y a 2 jours, et le terme de coordination a beaucoup été employé, et ce terme-là me semble fondamental, parce qu'il existe énormément d'acteurs qui peuvent agir dans le champ du handicap. Et très souvent, la vraie difficulté, c'est la capacité sur un territoire donné à pouvoir articuler cette coordination-là et faire en sorte que les bonnes réponses soient apportées, bien sûr sur l'accès aux droits et sur les prestations ou allocations, mais aussi sur tout ce qui fait la citoyenneté, c'est-à-dire l'accès au sport, l'accès à la culture, l'accès à l'emploi, les facilités de mobilité, bref, ce qui donne la pleine citoyenneté à une personne en situation de handicap. Un mot sur l'autre exemple qui est moins connu, celui du Pays basque voisin, où on parle beaucoup de communauté justement là-dessus. Oui, c'est un peu la même démarche que le Québec, c'est-à-dire il y a une immédiateté dans le déclenchement de cette communauté, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée assez facile d'accès et qui permet ensuite d'activer toute la communauté. Vous évoquiez tout à l'heure Gironde d'autonomie, donc la traduction girondine du service public départemental de l'autonomie. Ce que nous voulons, c'est le mettre en place, non pas sous la forme d'un guichet unique, mais au contraire sous la forme de guichets multiples. L'idée, c'est qu'on puisse trouver la première porte qui est parfois le secrétaire de la mairie du village, qui est le premier interlocuteur, la première interlocutrice avec laquelle on peut commencer à avoir l'information sur les droits, l'orientation, et ensuite avoir des professionnels qui derrière vont travailler. Mais l'idée avec Gironde Autonomie, pour terminer là-dessus, c'est bien de faire en sorte que nous fassions disparaître toute la complexité de la machine administrative pour faire en sorte qu'au contraire, il n'y ait pas une double peine dans l'accès aux droits et dans l'effectivité du droit, l'effectivité étant aussi un sujet important dans ce cadre-là. Je fais remarquer d'ailleurs au sujet de la MDPH qu'après 1 an de travail, 1 an et demi de travail avec la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, nous avons désormais des respects parfaits des règles de délai pour l'instruction de nos dossiers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois et ce qui n'est pas le cas partout. Et ce qui n'est pas le cas partout, en effet. Avec vous, Catherine Bernardo, prendre un temps de regard sur la région. Alors, la région, on sait, elle n'a pas une compétence directe handicap, mais elle a un parcours, une compétence transversale sur beaucoup de domaines, les lycées, l'emploi, le sport notamment aussi, les mobilités. Comment est-ce que vous travaillez à insuffler des dynamiques inclusives, des dynamiques d'accessibilité dans ces différents champs qui sont les champs de compétences régionaux ?
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Ministre, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les élus, et puis Mesdames et Messieurs. Alors effectivement, nous touchons à nombreux aspects de la vie quotidienne, comme vous l'avez dit, les lycées, les transports, l'emploi également, la culture, on le verra tout à l'heure. En fait, notre méthode, c'est de ne pas séparer le handicap des autres champs de compétences. Depuis 2018, à travers notre plan d'action qu'on a intitulé « Réaliser l'égalité », nous avons priorisé 4 discriminations, le genre, l'orientation sexuelle, le handicap et l'origine, alors sans oublier évidemment les autres discriminations. Alors, à travers ce plan, donc, nous avons 3 axes d'action. Alors d'abord viser l'exemplarité, travailler en partenariat avec toutes les structures et les associations du territoire, et enfin insuffler ce combat pour l'égalité dans toutes les politiques sectorielles. Mais ce que je voudrais surtout qu'on retienne, c'est que nous travaillons selon 3 leviers, et de façon très concrète. Alors d'abord l'accessibilité dans un premier temps. Alors rien qu'en 2024, 42 bâtiments ont été mis en accessibilité. Ce sont aussi 29 quais TER avec un investissement massif. Nous avons aussi l'assistant gare avec 107 gares qui dispose de ce programme pour améliorer l'accessibilité avec quelqu'un qui amène au train, etc., la personne en situation de handicap. Alors nous savons que ce n'est pas suffisant évidemment, mais donc voilà, nous agissons pierre par pierre. Alors en deuxième point, nous avons aussi la formation avec un programme ambitieux, un plan régional pour l'accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap. Nous avons une déléguée spécialement dédiée à ce plan, Madame Gagneur, ma collègue. Donc depuis 2019, avec le soutien de la GFIP, de l'ARS, de l'État, du SPE, notre principe, c'est former au-delà de l'emploi. Alors cette espèce de devise en fait signifie beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas seulement trouver un emploi, c'est aussi que la personne se sente épanouie et qu'elle puisse être formée pour aussi pouvoir avoir accès à plusieurs possibilités d'emploi. Nous avons une plateforme dédiée à ça où on peut trouver des questions sur quel type d'apprentissage pour ces personnes en situation de handicap, quel financement, etc. Donc il y a plusieurs anglais, alors sur l'apprentissage, mais pas seulement, aussi sur les possibilités de qualification, enfin de formation. Voilà, et en dernier, nous avons aussi l'exemple de notre activité interne, nos actions internes. Nous avons près de 10% d'agents qui sont en situation de handicap. Nous faisons aussi des formations pour les managers dans cette culture de l'égalité, de lutte contre les discriminations. Donc nous voulons vraiment diffuser cette culture de l'égalité. Voilà donc notre dynamique et donc cette transversalité autant en interne avec toutes les politiques sectorielles que les acteurs aussi du territoire. Et vous agissez sur d'autres champs, des athlètes paralympiques que vous soutenez, et puis vous, oui, voilà, le champ de la culture aussi, vous êtes présent avec certains connaissent les chuchoteurs qui apparaissent à l'Opéra de Limoges, qui sont ces personnes qui viennent accompagner sur des spectacles des publics empêchés pour les permettre de participer. Vous avez une plateforme inclusive qui existe d'ailleurs dans certains départements aussi et certaines régions pour donner les événements un peu en accessibilité. Je voudrais dans les quelques minutes qui restent plutôt revenir sur un autre aspect et plus personnel. Et il est d'importance parce qu'il est en lien direct avec le sujet de la journée. Vous avez vous-même, à titre personnel, été accompagnante de votre mari en situation de handicap pendant plus de 10 ans. En quoi la notion d'épuisement physique et moral qui est souvent évoquée, comment vous la percevez et en quoi elle vous paraît insuffisamment bien comprise et bien reconnue à l'échelle générale et des politiques publiques? Oui, donc effectivement, c'est un peu plus intime. Donc en fait, en plus, alors c'était à la fois, je l'accompagnais dans son travail. Donc en fait, nous faisions une sorte de co-enseignement. Il est professeur d'histoire-géographie. Et donc nous travaillons tous les deux en classe. Alors bon, il y a cet aspect aussi intéressant de travailler ensemble avec des élèves. Enfin ça c'est un autre point de vue. Mais c'est vrai que c'est toute la journée. Enfin voilà, c'est donc le handicap, c'est tant dans un angle professionnel que dans un angle plus intime et plus personnel. Donc effectivement, il y a une certaine invisibilisation
également, il y a une non-reconnaissance, effectivement, pour les aidants. Il n'y a pas de répit, finalement, il n'y a pas de réellement. Et en même temps, on ne se donne pas le droit d'avoir ce répit. On sent une espèce de culpabilisation aussi, de se dire, mais pourquoi est-ce que je devrais le laisser? Voilà, il y a effectivement, c'est très important, cette dimension de culpabilité. Mais en même temps, j'aurais envie de dire aussi, parce que nous avons 3 enfants, j'ai envie de dire que tout de même, on nous reconnaît comme, quand même, dans la vie quotidienne, comme des espèces de super-héros, comme nous, les aidants. Mais il faudrait aussi penser à la personne en situation de handicap, parce que lui-même, nous, on prend en charge, mais lui aussi prend en charge ses propres disons, comment dire, empêchements. En fait, c'est vraiment ça, parce que c'est voilà, les limites qu'il ressent par rapport aux enfants principalement. Et en fait, toutes les stratégies qu'il met en œuvre pour justement pallier à ça, et lui-même aussi Et lui, par contre, il n'a pas de répit, d'où la culpabilisation qu'on a, parce que nous-mêmes, si on peut trouver un répit, lui ne trouve pas voilà, ce répit-là. Lui, c'est tout le temps. Donc effectivement, on essaye de diviser cette surcharge, ce poids du handicap, effectivement. Ouais, c'est comme le disait Jean-Pierre Dorgueil, l'enjeu c'est que chacun trouve sa place et comme le dit le titre de cette journée, d'agir tous ensemble là-dessus. Merci beaucoup à vous 3 pour ces témoignages riches et inspirants. Je vous laisse regagner le public par là, n'hésitez pas. Merci à vous, merci encore pour vos témoignages. Et on va tout de suite prolonger